Salut tout le monde, je vais attendre un peu que des gens arrivent avant de parler, parce que c'est ça les joies d'un live. Et je vais en même temps m'ouvrir mes notes, parce que je veux vous parler des intelligences artificielles, puis en fait des bots, un peu comme ChatGPT, là, qui génèrent une espèce de délire incroyable sur le web. Puis je voulais un peu vous en parler parce que j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une espèce de panique morale, peur, euh, technophobie, en fait, à l'égard de ces nouvelles technologies qui pourraient être vues comme fort prometteuses dans plein de domaines. Alors, juste premièrement, pour ceux qui arrivent, c'est quoi ChatGPT? Si vous n'avez pas essayé ça, vous avez peut-être, en tout cas, si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez un peu vécu en dessous d'une roche pendant le temps des fêtes ou quoi, mais c'est ce fameux bot conversationnel avec lequel on peut interagir puis obtenir des réponses à toutes sortes de questions dans un langage hyper naturel. Là. Fait que plutôt que de passer par un moteur de recherche puis de taper des mots-clés, on est en mode conversation. Puis c'est comme si on avait une espèce de robot personnalisé qui répond à toutes nos questions. Puis on peut lui faire des demandes spécifiques, comme par exemple, dans le cas de ChatGPT, on peut demander de produire des textes. OK? Et là, il y a eu toute une levée de panique auprès des enseignants qui font « Oh my God! Mes étudiants peuvent tricher en faisant faire leurs devoirs par des intelligences artificielles. » Mais ChatGPT, c'est un bot, c'est une application qui a été faite par l'entreprise OpenAI, OK, qui est une entreprise privée, mais qui s'est servi d'une infrastructure, d'une architecture qui est accessible à n'importe qui veut développer des applications, qui s'appelle GPT-3, OK? Puis ça, vous le voyez utilisé entre autres par d'autres applications comme Stable Diffusion, donc Midjourney qui produit des images. Hein? Vous savez, vous en avez peut-être entendu parler aussi là, que on peut faire des visuels avec le style de l'artiste qui nous plaît, Picasso, Van Gogh et compagnie. Et là, il y a toutes sortes de conversations sur les enjeux de droits d'auteur que ça peut générer, tout ça. Ça utilise donc la même architecture ou Lensa qui produit des petits avatars de nous-mêmes, etc. Donc, ces possibilités technologiques sont en plein déploiement. En fait, elles existent techniquement depuis plusieurs années, mais disons qu'on est à l'ère de leur démocratisation, en quelque sorte. Un peu comme, à un moment donné, l'Internet, tout le monde s'est mis à avoir des modems chez eux, tout le monde s'est mis à pouvoir y accéder puis naviguer là-dessus. Un peu comme sur les réseaux sociaux, quand il y a eu une masse importante de gens qui utilisaient ça, on se rendait compte de tout ce que ça pouvait faire, de pire comme de meilleur. Mais il y a comme une tendance philosophique en général par rapport aux nouveautés technologiques qui fait qu'on accentue peut-être un peu le phénomène de crainte ou de peur par rapport à ces technologies-là. En passant, pour ceux qui s'inquiètent des étudiants qui peuvent tricher, là, les étudiants peuvent déjà le faire depuis plusieurs années, avec d'ailleurs d'autres applications que ChatGPT, puis parfois même plus spécialisées pour produire de l'académique. Ensuite de ça, en fait, la différence, c'est que maintenant, on est justement en prise de conscience. Les enseignants ont accès, puis se rendent compte que ça se peut. Puis même, peut-être que ces enseignants-là vont pouvoir apprendre à utiliser d'autres intelligences artificielles qui débusquent les utilisations d'intelligence artificielle, vous voyez? En tout cas, bref, on est là-dedans, mais c'est quand même une grande révolution technologique parce que ça peut permettre tellement de choses, ces affaires-là, que, en tout cas, moi, je suis contente d'être... En fait, c'est un des aspects positifs pour moi d'entrer dans 2023 puis d'avancer dans le temps, de pouvoir être témoin de ces grands changements-là. Parce que, écoutez, c'est pas rien là comme effet que ça peut avoir comme nouvelle technologie. On pourrait se voir dans un futur avec des robots personnalisés qui nous accompagnent dans notre éducation, dans nos enjeux de santé, santé mentale, santé physique, même de carrière, de choix de carrière, ou tu sais, peu importe, là, dans n'importe quel domaine, on peut envisager des applications hallucinantes à ces technologies-là tant qu'il y a quelqu'un pour les développer. Puis ça peut être privé, ça peut être public, ça peut être peu importe, parce que la technologie, à la base, c'est le ChatGPT, elle est en open source. Alors, n'importe qui peut déjà s'en servir, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais là, c'est sûr qu'on est dans un contexte où toutes les grandes entreprises pharaonesques du web qui dominent puis qui font du profit avec toutes sortes de modèles d'affaires qui utilisent nos usages de l'Internet sont en train d'essayer de voir comment se positionner pour profiter de ça. Puis d'ailleurs, soit dit en passant, Google n'est pas tellement bien positionné dans le sens où est-ce que là, on va s'en aller probablement dans les prochaines années vers un usage plus normal, plus populaire
de ces applications de langage fluide, hein, qui deviennent comme, justement, c'est plus facile de demander à quelqu'un en mode conversationnel, peu importe la question, elle peut être de tout ordre, et d'avoir une réponse comme un oracle qui nous façonne une réponse super élaborée, plutôt que comme sur les moteurs de recherche, où est-ce qu'on a des réponses qui sont biaisées par un système de référence et de vente commerciale, de publicité, etc. Oui, Véro Marino, ChatGPT est une révolution. C'est un témoin de l'enjeu des technos, la redéfinition des compétences humaines. Mais c'est même pas ChatGPT qui est une révolution en réalité, c'est les architectures en arrière de ça qui sont GPT-3. Mais effectivement, ChatGPT le met en lumière, en fait, en rendant accessible à tous ces infrastructures-là. Fait que, mais oui. Et bref, tout ça pour dire que Google, ben, en fait, c'est que les prochains moyens de rechercher ou d'interagir avec le monde pour aller chercher des connaissances, vérifier des choses ou quoi que ce soit, ça risque d'être via des applications qui vont utiliser ces architectures-là et non pas les moteurs de recherche conventionnels. Alors, c'est pour ça que tout le monde en développe actuellement. Meta en développe, Google en développe, Microsoft est assez proche d'OpenAI. En tout cas, donc, on peut penser que ce sera un peu l'avenir de la recherche en ligne, mais et la clé de la navigation en ligne est peut-être même dans le métaverse, prochainement, près de chez vous. Mais l'affaire, c'est que Google va devoir faire cette transition-là avec un risque financier parce que son modèle d'affaires, ça vient nuire, il faut qu'il abandonne son modèle d'affaires actuel. Alors, il va falloir qu'il trouve une nouvelle façon de rentabiliser cette nouvelle manière de proposer un service, en fait, en ligne. Je n'ai pas du tout peur que ChatGPT fasse ma job mieux que moi. Si je n'ai, ben non. Ben en fait, au contraire, je pense que ce sont des outils, des collaborateurs hallucinants, ces intelligences artificielles-là, ces bots-là, et qu'il va même, à mon avis, se développer toute une série d'expertises dans la façon d'utiliser ces robots-là. Par exemple, on le voit déjà, là, moi je le vois dans le visuel, en ayant expérimenté beaucoup avec Midjourney, je me suis rendu compte que j'étais plutôt poche à côté de gens qui font déjà depuis des années de la photo, de l'art visuel, qui possèdent les bonnes terminaisons, puis les bonnes façons de proposer des filtres, des prompts, des commandes plutôt à Stable Diffusion, dans le fond. Alors, je me rends compte que, tu sais, je sais pas comment expliquer à ce robot-là qu'est-ce que je veux avoir comme visuel parce que je ne possède pas ce champ d'expertise-là. Et là, je vois des artistes, des photographes, des caméramans, peu importe, là, qui font des arts plastiques en général, qui performent et qui apprennent à manipuler davantage ces outils-là. Ce qui fait que si je veux me servir de Midjourney ou de Dali, je vais y aller puis ça va donner un résultat pas vraiment satisfaisant. Par contre, je pourrais engager quelqu'un qui a l'expertise de me produire en collaboration quelque chose qui remplit ma demande. On va continuer à avoir besoin, à mon avis, des graphistes, des artistes, mais ils vont devoir rajouter cet outil-là dans leur boîte à outils, comme ils ont dû à un moment donné ajouter Photoshop ou quoi que ce soit. Là. Il y a tout le temps des nouveaux médiums, des nouvelles possibilités de créer et ces technologies-là s'ajoutent comme des outils. Google est en mode panique, ils ont sous-estimé le phénomène. Oui, exactement, Véro, c'est exactement ça qui se passe. L'acceptation du public. Oui, ben là, en ce moment, c'est l'autre affaire. C'est que, est-ce qu'on est prêt socialement? Tu sais, je vois tellement de panique puis de délire là-dessus que je me dis, oh mon Dieu, puis surtout que, en tant que personne qui travaille en technologie, il faut que je vous dise que moi, ça fait depuis 2008-2009 que je vois beaucoup de discours de panique qui ne s'atténuent pas du tout par rapport aux médias sociaux, par exemple. Je suis comme, OK, ça va durer combien de temps? Puis là, je me rends compte que même les jeux vidéo là, qui étaient j'étais adolescente, j'étais un enfant quand c'est apparu, puis il y a encore un discours dominant au Québec, en tout cas, de panique puis de négatif, alors que si on regarde du côté des données scientifiques, ça suit pas, là. Alors, je me dis, ben là, si ça prend 20, 30, ça prend combien de siècles, en fait, avant qu'on s'adapte socialement? Fait que, est-ce qu'on va être capable de composer avec ça aussi rapidement que ça nous arrive? Est-ce que ça va créer une espèce de backlash, de réaction malsaine? Puis, tu sais, je le vois en ce moment avec tous les recours collectifs un peu délirants, là, autour des réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a plein qui sont contents parce que il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression je sais pas, qui
exorcisent leurs angoisses du numérique en ayant un genre de schadenfreude quand que certains GAFA ou grandes entreprises technologiques ont une mauvaise presse ou sont punis. Puis là, en ce moment, parce que j'ai vu dernièrement qu'il y a des recours qui sont acceptés en Europe contre Meta, puis ici. Puis là, il y a plein d'affaires que tu sais, j'ai vu qu'il y avait un recours accepté par rapport au ciblage publicitaire de Meta, qui était soi-disant, voyons, c'est quoi le mot? Ça va bien. Qui était, pas de la diffamation, qui faisait la discrimination, qui était discriminatoire. Alors que, au contraire, moi, je compose avec ça depuis longtemps, puis c'est intense comment Facebook a mis toutes sortes de mécanismes pour empêcher que ce soit utilisé de manière discriminatoire, puis pour contrer les biais. Tu sais, par exemple, les offres d'emploi, c'est rendu bien compliqué, là, parce que ils voulaient pas non plus que les gens fassent des offres d'emploi, puis que là, soit on utilise le ciblage pour aller chercher juste un sexe plutôt qu'un autre, par exemple, juste des hommes, en excluant les femmes de la possibilité d'accéder à ce poste-là, ou à contrer les biais naturels que, ben, on va montrer ce poste là plus à des hommes parce que c'est plus occupé par des hommes, etc. Alors moi, j'ai vu au contraire plein d'initiatives dans cet égard, puis les ciblages qui utilisent le sexe, l'âge, etc. en publicité. Bref, c'est utilisé sur à peu près toutes les plateformes, y compris sur les médias d'information que nous utilisons tous beaucoup. Bref, dans tous les cas, on se souvient qu'OpenAI a été co-créé par Elon Musk. Oui, ben en fait, ce qui fait le rôle qu'il joue Elon Musk dans ces entreprises-là, oui, ça a été co-créé, mais tu sais, ça veut pas dire nécessairement qu'il y ait l'ingénieur derrière la patente, là. Dans tous les cas, oui, OpenAI, c'est une entreprise, c'est ça, ça reste que c'est une entreprise privée, tu sais, je veux dire, on pourrait investir en économie sociale, le champ des technologies. Moi, je pense que ce serait une superbe solution démocratique pour plein de problèmes en ce moment. Mais bon, il faut qu'on ait cette volonté économique-là. Et puis, je vous le dis, là, on l'a pas. Du tout. Ni au Canada, ni au Québec. On n'est pas du tout, non, pas là. Fait que, c'est ça. Fait que ça va faire des OpenAI et toutes sortes de compagnies privées qui vont avoir un pouvoir démesuré. Et l'affaire, c'est que ces technologies-là, aussi troublantes qu'elles puissent nous apparaître, ben c'est parce qu'il va falloir qu'on cohabite avec. Ça va pas disparaître, ça va pas arrêter, ça va continuer. Et qui plus est financé par Microsoft. En tout cas, OpenAI et Microsoft sont très proches. Puis Microsoft, ils ont avantage à y aller parce qu'ils sont pas pris dans le même modèle que Google, n'est-ce pas? Dans tous les cas, ce qui arrive, c'est qu'il va falloir donc qu'on évolue harmonieusement avec ces technologies-là. On pourrait penser à des encadrements en se disant, il faudrait qu'on encadre certains aspects. Mais le problème, c'est que, étant ici au Canada, on n'encadrera rien, parce qu'on n'encadre déjà rien. Puis savez-vous pourquoi on n'encadre rien? Parce que c'est vraiment complexe d'encadrer des affaires qui sont des propriétés de nos voisins américains. Parce que, en tout cas, économiquement, on est en équilibre sur plein d'affaires, puis si on réglemente des affaires, on peut se faire réglementer d'autres secteurs, que ça ferait pas notre affaire. Bref, c'est complexe. Alors souvent, on attend que l'Europe réglemente, puis là, on espère que les plateformes vont se plier aux exigences européennes. Mais tu sais, Elon Musk, il se pliera pas aux exigences européennes en Amérique. Possiblement qu'il va segmenter, puis il va continuer à faire sa lutte de puriste de la liberté d'expression en Amérique du Nord en disant « réglementez-moi si ça fait pas votre affaire ». Fait en tout cas, bref, ça c'est des grandes questions. On dépend un peu des États-Unis. On manque de courage, à mon avis. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, je vous le dis, là, en ce moment, avec les gens qui sont au pouvoir, puis avec les tendances qu'on a des dernières années, je pense pas qu'on va faire quoi que ce soit. Puis si on réglemente pas de la bonne manière, pas les bonnes choses, pas de façon positive, à mon avis, pour les citoyens utilisateurs. On a beaucoup plus une perspective d'entreprise privée puis de les propriétaires d'entreprises privées, à quel point on va protéger leurs profits. En fait, c'est un peu ça la dynamique. Ça donne une idée de la vision à long terme des grands financeurs et entrepreneurs du web. On doit développer des entreprises pour avoir du pouvoir. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Véro Marino, qui fait des commentaires excellents sur cette question. Oui, et moi, j'ajoute en économie sociale, idéalement, avec une mission, puis une imputabilité démocratique, bref. Mais bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais pas comment on va pouvoir composer avec ça, parce que bon, du côté politique, je pense que ça bougera pas vraiment, ou en tout cas, on va attendre qu'en Europe, ils s'y mettent davantage. Sinon, tu as raison. Moi, j'imagine qu'elle a dit que j'ai raison par rapport à l'économie sociale. J'espère, on va dire. Mais il y a
côté culturel, notre façon de composer avec tout ça. Parce que moi, j'envisage qu'au Québec, au Canada, la solution la plus pressante, la chose qu'on doit le plus faire pour composer avec ces technologies-là, puis vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est parce que j'ai choisi cette paroisse-là, parce que je pense que c'est ça la solution. En tout cas, c'est la littératie numérique. Alors, moi, je pense vraiment qu'il faut apprendre aux gens comment ça fonctionne, comment composer avec ça pour être capable de s'en émanciper. Parce que dans la panique morale que j'entends, c'est qu'on présuppose que tout le monde est un peu tata puis qu'il va se faire manipuler. On a toujours une espèce de perception pire de comment les gens vont se faire manipuler. Puis bien sûr, les gens ils se font manipuler. Ils sont déjà manipulés par des fraudes de façon un peu incroyable. Mais entre autres, tu sais, les gens utilisent encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme principal mot de passe. Alors pourquoi ils utilisent ça? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu accès à une certaine forme d'éducation, ne serait-ce pas juste de le savoir, mais de le mettre en pratique, de le mettre en application, des habitudes à créer qui sont à développer. Dans tous les cas, l'innovation est dans l'éthique et la bienveillance. Ouais. Oui, alors donc tout ça pour dire que fait qu'il va falloir qu'on développe ça parce que parce que la littératie numérique, c'est pas juste d'apprendre comment ça marche, c'est d'apprendre comment composer avec ça en tant que société, selon nos valeurs, avec notre vision du monde, etc. Fait que un petit peu plus de formation à la citoyenneté numérique, ça peut pas nous faire de tort, je dirais. En tout cas, ça serait la chose qu'on pourrait faire en ce moment pour justement peut-être appréhender ces technologies-là avec moins de peur, mais plus de pouvoir, parce que la peur immobilise, la peur fait « Oh non! Je ne vais pas utiliser! Cachez vos téléphones! N'utilisez pas ChatGPT! » Alors qu'on pourrait faire « Non, ok, ben on va intégrer ces outils-là dans notre façon de faire. Au contraire, on va les démystifier, on va voir ce qu'on peut en tirer de meilleur selon nos objectifs, etc. » Alors, il y a toujours moyen, à mon avis, de faire ça et c'est potentiellement la façon la plus saine de le faire, moins anxiogène et plus avec des résultats plus concrets et plus positifs. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous les avez essayés, les intelligences artificielles, ChatGPT, Midjourney, etc. Puis n'hésitez pas à commenter, là, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu des expériences diverses. Il y en a qui prétendent « Oh mon Dieu, c'est épeurant comment ça fait des choses incroyables », puis d'autres qui sont comme « C'est tellement poche ». Alors, je sais pas, mais la citoyenneté numérique mettrait les politiques dans une position désagréable. Eux-mêmes devraient apprendre, oui. Mais oui, mais tout à fait, en fait. Ah mon Dieu, oui, parce que en ce moment, il y a en plus une espèce de forme d'analphabétisme numérique, même au sein des élus puis de la fonction publique, on va se le dire. En fait, la population en général, pas juste, c'est pas les enfants là, qui savent pas, c'est personne sait vraiment en général, à part quelques geeks, dans le fond, fait que c'est ça le problème. Mais dans le fond, à quoi servent les IA comme ChatGPT-3? Parce qu'une technologie, c'est un outil, mais j'ai de la misère à comprendre son utilité. Je pose la question de façon sincère et d'où provient la panique? On a un problème de politicien de la part de Véro Marino. C'est pas moi qui va t'ostiner là-dessus. Vrai, je suis d'accord avec toi. Bon, pour Umfed-Anar, je suis pas sûre de comment le prononcer. À quoi ça sert? Ben, en ce moment, bon, c'est pas il y a ChatGPT puis GPT-3. ChatGPT, c'est le bot, qui est un bot conversationnel. Tu peux lui faire écrire un texte. En fait, à quoi ça sert? Ça peut servir à plein de choses. On peut s'en servir de plein de manières. Par exemple, on peut le s'en servir pour... Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour s'inspirer. Par exemple, dans le cas de Midjourney ou de Stable Diffusion, ce qui est un peu comme ChatGPT, mais format visuel. Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes me dire « Hey, c'est vraiment une source d'inspiration parce que je crée des prompts, je crée des commandes avec des thématiques, puis là, ça me propose des affaires, puis là, moi, ça me permet de prendre des directions, de jouer avec ça. » Donc, ça devient une espèce d'outil de collaboration, de création, une espèce de brainstorm vitesse grand V, automatisé, robotique, là, personnalisé. Et certains m'ont dit qu'ils avaient même l'impression d'avoir l'impression de suivre, parce qu'on peut suivre des gens qui font de la création là-dessus. C'est comme une espèce d'imaginaire collectif en temps réel, où les gens rebondissent les uns sur les autres. Ça fait comme une espèce de création collective qui utilise des intelligences artificielles d'une certaine manière. Fait qu'il y a cet aspect-là. Côté ChatGPT, ça pourrait être un bot conversationnel, par exemple. Mettons qu'on l'envisage d'une manière médicale, mettons, et que ce soit connecté sur des données avérées, scientifiques,
scientifiques, etc., avec peut-être des algorithmes qui sont façonnés, revus, commentés, ou en tout cas, peu importe qu'il y ait des paramètres qui tiennent compte de l'expérience des infirmières, des préposés, des médecins, des gens qui travaillent en santé sur le terrain, en fonction aussi de la culture du lieu où ça se déploie, ben on pourrait avoir une espèce de chat qui intervient, qui nous rappelle les grands rendez-vous, les vaccins, etc., qui répond à nos questions quand on a des interrogations, qui nous envoie directement vers les bonnes ressources. Parce qu'en ce moment, pour vrai, là, essayer de savoir quoi faire pour voir un médecin rapidement au Québec avec Google, moi, ça m'a pris 3 jours y arriver, puis c'est pas par Google que j'ai réussi à avoir l'information que je cherchais. C'est un humain qui me l'a donné l'information. Là, en ce moment, c'est sûr que ChatGPT est en version fermée depuis 2021 parce qu'il a été entraîné avec des données jusqu'à 2021. Il n'a pas fini ses entraînements. Cette technologie-là a eu des innovations depuis. On a la version de 2018. Fait qu'il y a des versions plus élaborées qui existent, mais qui sont pas encore déployées. Alors, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça pourrait être la même chose dans le domaine de l'éducation. Imaginez d'avoir un mini-prof universitaire qui t'accompagne pour te donner des orientations, t'aider dans ta recherche de sources ou de direction dans tes travaux, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs-là. On n'a pas accès à assez de monde pour cet accompagnement-là. Alors, ça peut être vraiment intéressant. Ça change d'accès au contenu du web. Tout d'un coup, le web devient comme une seule entité. Donc, comme un ami à qui tu poses des questions. C'est fou pareil. Comme un oracle, en fait, parce que c'est un ami qui en sait plus que tes amis. Tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des problèmes de parfois les sources, la désinformation, c'est pas tout à fait ça, là. Puis c'est pour ça que faut faire attention. Et d'ailleurs, si on lui pose la question, ChatGPT, il va toujours admettre ses limites, puis admettre que où est-ce qu'il a des enjeux où il peut mentir sans le vouloir ou nous donner de la mauvaise information. C'est mentionné ça de facto, puis on peut le valider. Dans tous les cas, je pense que ce sont des intelligences artificielles qui peuvent accompagner plein de choses et qui peuvent vraiment servir dans plein de domaines. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir l'impression que oui, on sera plus capable de penser par nous-mêmes, on sera plus capable de réfléchir. Est-ce que je vais juste vous rappeler que Socrate, en je sais plus quand, avant Jésus-Christ, genre, en tout cas, avait écrit un texte hyper technophobe. En tout cas, ironiquement, c'était écrit, mais dans tous les cas, il avait écrit un texte où il appréhendait que l'écriture atrophie l'intelligence des personnes en remplaçant la parole. Comprenez-vous? Notre intelligence, ça ne s'est pas atrophiée avec l'écriture, n'est-ce pas? Mais il y a eu cette grande vague de crainte-là. Et c'est comme ça, l'apparition des romans poches a généré la même chose. Toutes les technologies ont généré des grandes craintes. Alors, moi, je pense qu'on va s'adapter à ça et que ça peut, à mon avis, améliorer la condition humaine, en fait, à plein d'égards, si c'est développé de façon pertinente, puis si on a des élus un petit peu plus au fait de tout ça. Ça change l'accès au... Oui, ok, c'est déjà lu. Je dois couper, mais bravo Nelly pour ton travail et bravo de poser les bonnes questions et de mettre ton énergie à faire reculer l'ignorance et la peur. Bonne année à tous, ouais. Ben ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Évidemment, je suis pas toute seule, il y a plein de chercheurs qui le font, mais en même temps, c'est souvent... L'ignorance et la peur sont souvent de pair, puis je comprends que ça peut être vraiment perturbant de voir ces intelligences-là agir, puis non, ça ne remplacera pas les journalistes et les auteurs de demain, ni même les artistes, à mon avis. Peut-être qu'on va perdre certaines compétences, mais on va en gagner d'autres de toute manière. Alors, ça s'appelle l'adaptation à l'évolution. Je veux dire, le collectif a fait en sorte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire parce qu'on a appris à les construire collectivement. C'est ça la technologie. Alors, c'est ça. Fait qu'il y a des tâches qu'on va peut-être abandonner pour d'autres qui seront... qui seront ce que sera l'humanité dans le futur. De toute façon, je ne veux pas parler plus longtemps que ça. Je voulais juste comme rebondir sur le fait que j'étais installée parce que je viens de faire une intervention à TVA sur ce sujet-là. J'avais envie d'en parler un petit peu plus. Fait que si vous avez des interventions, des textes à suggérer, des craintes, des commentaires, n'hésitez pas, là, parce que je vais laisser mon live a posteriori. Alors, ça pourra nourrir la conversation. On est plus au début des airs qui ont été bombardés de commentaires, soit
dépressifs comme les gens, incluant un de mes profs à l'université en éthique et informatique, ironiquement, qui se mettent à croire que les AI deviennent conscients parce que leur output dépend d'input que les gens ont faussé, ne mettant plein de messages suicidaires ou pire, haineux. Oh, mais ça, je pense que tu fais référence au robot de Meta, là, qui est un fail. Là, faut faire attention parce qu'il y a eu plein de modèles entraînés sur plein d'affaires, puis là, en fait, ils sont en train en ce moment de générer ce qu'on appelle des heuristiques, donc des filtres pour corriger des biais ou corriger certains de ces aspects-là. Là. Ça va pas rester comme au début, il y avait plein de biais qui sont en train de se corriger, même dans les réseaux sociaux, sur la plupart des plateformes. Là. La discrimination était reconduite, par exemple, elle l'est de moins en moins. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, la rétroaction. Je veux dire, les gens qui font la technologie la retravaillent constamment, donc faut quand même pas avoir une vision arrêtée puis penser que ça va rester ça tout le temps. Ça va évoluer. C'est les critiques, les craintes qui sont évoquées là, ici par une Fed, ben c'est ce qui sera potentiellement corrigé. D'où le fait que je dis qu'on n'est plus au début. Exactement. On n'est plus au début puisqu'il fou, c'est que souvent, on dirait que dans les médias, on parle d'une image qui est déjà dépassée depuis plusieurs années. Puis même, je vois là, justement dans les poursuites qu'il y a, qui sont acceptées juridiquement en Europe, aux États-Unis, ici, mais c'est que, OK, ben la plainte, c'était peut-être quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, mais ça va être hyper facile d'aller argumenter pour les entreprises des GAFA, de dire, ben on a mis 18 000 correctifs depuis, je veux dire, est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Fait que, ils vont peut-être payer les amendes puis dire hey, ben on fait amende honorable, mais le problème, c'est que la population a l'impression que c'est encore problématique dans la communication de la chose. T'sais. Puis là, ça fait qu'ils se préoccupent ou ont des craintes à l'égard de certains aspects qui ne sont plus un problème, puis qui devraient se tourner vers d'autres aspects qui sont des nouveaux problèmes plutôt. Mais bon, parce que c'est comme on est à la remorque vraiment beaucoup avec les médias. Donc, fait que je dis, bon, voilà. Alors, bon, je vais arrêter ce live. N'hésitez pas dans vos commentaires. Et bon vendredi à tous. Bon week-end avant le retour de vos enfants à l'école ou quand sais-je. Et les processus judiciaires, ça prend des années. Ça va plus lent que le développement. Bon, pas juste judiciaire. Faire des projets de loi aussi. Des fois, le projet de loi, il arrive, puis ça n'a plus rapport. En tout cas, il va falloir peut-être qu'on apprenne à revoir nos processus juridiques et politiques dans un contexte où les choses évoluent plus rapidement, de façon agile en numérique. À réfléchir. Bye bye!